La première actualité est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans nos familles, des combats entre cousins, entre oncles, entre frères, mais on n'a jamais l'habitude de voir des gens se battre pour une terre au point d'impliquer les forces de l'ordre national. Au Nigeria, il y a 2 cousins qui se battent pour le trône de Kano. On vous laisse tout de suite avec le reportage qu'on commentera juste après. Au Nigeria, 2 émirs se disputent le trône de Kano. On te raconte. À Kano, au nord du Nigeria, une bataille pour le trône fait rage. Dans le pays, on appelle ça le Game of Thrones. Dans la course, 2 prétendants, Muhammadu Sanusi II et son cousin Aminu Ado Bayero. Avant l'époque coloniale, les émirs de Kano avaient les pleins pouvoirs et régnaient comme des monarques absolus. Depuis l'indépendance du Nigeria, ils n'ont plus qu'une fonction symbolique, religieuse et traditionnelle. L'émir de Kano est le 2e dirigeant islamique du Nigeria. Muhammadu Sanusi II a été placé à la tête de l'empire de Kano en 2014, succédant à son oncle. 6 ans après sa nomination, il a été détrôné par le gouverneur de l'État, avec lequel il était en conflit pour manque de respect et insubordination envers le gouvernement de l'État. Aminu Ado Bayero, le cousin de Sanusi, a alors pris sa place. Le 23 mai 2024, après 4 ans en tant qu'émir, le nouveau gouverneur de Kano a destitué Aminu Ado Bayero et réinstallé de nouveau Sanusi sur le trône. Depuis, entre les prétendants, la guerre est déclarée. Ils ont chacun leur propre palais. Sanusi tient sa cour quotidienne dans le sien et Bayero est logé dans une demeure royale à quelques kilomètres où il reçoit ses partisans. La justice nigériane a été saisie pour trancher le débat. Le juge du tribunal de Kano a annulé la réintronisation de Muhammad Sanusi II en tant qu'émir de Kano et a reconnu Aminu. Voilà le reportage. On va maintenant se tourner vers Madame Anna et on va lui poser la question. Madame Anna, que pensez-vous de cette guerre entre deux hommes de la même famille qui se battent pour un territoire plutôt sacré, on va dire? C'est comme ça. Partout, ça a toujours été comme ça. La conquête des territoires, parce qu'on a besoin de pouvoir, parce qu'on a besoin de richesse. Être propriétaire terrien, c'est une des richesses qui, depuis les temps immémoriaux, les hommes courent derrière, quoi. Donc, on se souviendra de l'histoire du Shaka Zulu. C'était pratiquement la même chose. Les Européens sont venus pour conquérir son territoire, mais lui, à un moment, il devait finir son mandat. Son frère devait le remplacer, mais il l'avait tué. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. À l'est de la RDC, il y a de la guerre parce que, dans un certain sens, on dit qu'entre nous frères, on se bat, mais dans l'autre sens, on dit que c'est un autre pays. Donc, ce sont des questions de pouvoir, en fait. Et les gens veulent avoir le pouvoir. Bon, personnellement, je dis que c'est une forme de pauvreté, que de chercher le pouvoir, parce qu'après, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres entités dans l'univers ou dans l'existence qui feront que vous n'allez plus être sur Terre. Alors, toute cette bataille-là, ça va servir à quoi? Un pouvoir pour lequel qui restera éphémère, et même si on fait pour vous un mausolée, c'est toujours éphémère. D'ailleurs, entre guillemets, excusez-moi, tous qui font des mausolées, je trouve que c'est pour la postérité, mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, vous ne serez même plus un souvenir. Vraiment. Donc, il faut s'attacher à rien. Mais bon, ça fait partie des réalités des humains qui n'ont pas encore atteint le niveau de comprendre que tout passe. Vis ta vie, passe avec elle, prends ce qui est sur ton chemin, parce que c'est éphémère, ça va passer, et on continue le chemin. S'attacher, à force de s'attacher, il aura le pouvoir. Oui, d'accord, peut-être c'est lui qui va gagner parmi les 2 frères, mais peut-être qu'il va faire un AVC ou bien il va faire un arrêt cardiaque. Ah, c'est ça aussi, on ne sait pas. Il faut prendre les choses avec légèreté, en bon sens. Hein? Bien sûr. Voilà, c'était la première actualité. On va tout de suite passer à la deuxième actualité qui est l'arrestation d'un individu qui avait en sa possession plus d'une centaine de clés. Il utilisait ces clés pour cambrioler les maisons de la ville de Bingéville en Côte d'Ivoire. Je vous laisse avec le reportage qu'on va commenter juste après. En Côte d'Ivoire, un cambrioleur présumé arrêté en possession de plusieurs centaines de clés. On te raconte. Les faits se sont déroulés à Bingerville, une commune de l'agglomération d'Abidjan. Pendant plusieurs semaines, les habitants de différents quartiers ont constaté la disparition d'objets dans leur appartement au réveil. Les portes étaient verrouillées et aucune effraction n'a été constatée. Les plaintes des habitants se sont multipliées
et les autorités ont ouvert une enquête pour tenter d'élucider ces vols mystérieux. Finalement, le mercredi 12 juin, la brigade de recherche et d'intervention Nord parvient à mettre la main sur le présumé auteur de ces vols. Présenté sous les initiales AMY, l'homme serait connu des services de police. La perquisition de son domicile a permis aux enquêteurs de découvrir une impressionnante collection de clés. Interrogé, l'homme aurait avoué avoir utilisé ces clés pour commettre ses nombreux cambriolages. Lors de l'interpellation, les agents ont découvert que chaque clé en possession de AMY correspondait à une porte différente, a écrit la plateforme d'alerte police-secours qui a rapporté cette arrestation. L'homme a expliqué qu'il avait passé des années à rassembler ces clés. Selon plusieurs médias ivoiriens, l'homme aurait déclaré à la police avoir collaboré avec des serruriers corrompus pour constituer sa collection de clés. La police enquête pour savoir s'il aurait agi seul ou s'il ferait partie d'un réseau criminel organisé. Pour l'instant, l'homme n'a dénoncé aucun complice. Une information judiciaire a été ouverte. Comme on peut le voir sur le reportage, l'homme n'a dénoncé aucun complice pour le moment. Il prétend avoir fait tout ça tout seul. Madame Anna, vous pensez réellement, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il a réussi à faire tout ça tout seul quand même? Cambrioler plus d'une centaine de maisons dans le même quartier. C'est pas il cambriole 2 ici et peut-être 2 là-bas. Une centaine de maisons dans le même quartier. S'il est passionné, c'est possible. Mais il y a des voleurs ou bien bon, appelons ça cambrioleurs professionnels qui on les appelle des attaquants de pointe. C'est lui qui est le renard de surface, c'est lui qui va vers le lieu de cambriolage, mais ils sont généralement toute une chaîne de têtes pensantes intelligentes aussi pour fabriquer autant de clés, où est-ce qu'il va fuir, et si on l'attrape, qu'est-ce qu'il va dire, tout ça. Généralement, ce sont des chaînes, des personnes très intelligentes à la Dikobu, qui n'aimeraient pas perdre son temps à travailler ou à être esclave du système, et ils cassent tout à faire ce qu'ils font, que le système appelle tricherie. Donc voilà. Donc, je ne pense pas qu'il soit seul, à moins qu'il soit passionné. Franchement. Oui. Parce il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui éprouvent un certain bonheur à voler, les kleptomanes. Oui. Donc ça leur fait plaisir en fait de voler des choses aux gens, même s'ils en ont déjà, même s'ils n'en ont pas besoin, ça leur fait juste plaisir de se procurer ce qui ne leur appartient pas. Généralement, c'est pas des gens qui volent tout, c'est des gens qui volent des choses bien précises. Il y a des gens, les kleptos, c'est des gens, ils sont par exemple attirés par des belles cuillères, ou par des métaux précieux, ou par des vêtements, je ne sais pas moi, des pagnes. Donc, ils volent des choses précises. Mais en RDC, il y en a aussi. On parle de certains artistes. On trouve ça généralement chez les artistes. Il paraît qu'il y a des artistes qui souffrent de cet effet-là de kleptomanie. Pour certains, ça ne se remarque pas parce qu'ils ne rencontrent peut-être pas ce qu'ils aiment. Mais d'autres, ça se remarque parce qu'ils vivent dans un certain environnement où ils ont une certaine abondance. Donc, c'est facile pour eux de rencontrer les choses dont ils ont le plus besoin. Et ils volent. Ils volent, ils savent que dans la maison, par exemple, on n'était que 2. Et que ces trucs-ci, ça disparaît, on saura exactement que c'est forcément moi. Mais il prend quand même. Oui. C'est ça le klepto. On ne comprend vraiment pas. Voilà. C'est une condition bon, mentale après aussi, devrait... il faut dire que quand on dit de quelqu'un qu'il est klepto, c'est quelqu'un qui est mentalement voleur, comment dire, il est voleur un peu de manière comme un malade mental. Voilà. Il ne peut pas s'empêcher de voler. Ça aussi. Donc, on espère qu'il va quand même essayer de se dénoncer. Ou s'il se dénonce, s'il a vraiment fait ça tout seul, qu'il paye le prix quand même. Parce que 100 maisons, c'est beaucoup. Alors, on va tout de suite passer à la prochaine actualité, la dernière actualité, qui est le décès de 1301 personnes en Arabie Saoudite lors du Hajj. Le Hajj est le pèlerinage islamique qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Et voilà quoi, les gens sont morts. Les 1301 personnes sont mortes à cause de la canicule qui sévit en ce moment dans le pays. On vous laisse tout de suite avec le reportage. Après des jours de chiffres contradictoires et non officiels, le gouvernement saoudien confirme le bilan meurtrier du Hajj. Le pèlerinage annuel a attiré cette année 1,8 million de personnes sous des températures caniculaires. Le nombre de morts a atteint 1301.
que Dieu ait pitié d'eux et leur pardonne. 83% d'entre eux n'étaient pas autorisés à accomplir le Hajj. Parmi eux, une majorité d'Égyptiens. Un bilan humain largement supérieur à celui de l'an dernier. Environ 300 décès avaient été signalés. Selon Riyad, l'État n'a pas failli. Les autorités qualifient même la gestion de l'événement de réussite. Le système de santé saoudien a fourni 465 000 services de traitement, dont 141 000 à des personnes qui n'avaient pas obtenu l'autorisation officielle d'effectuer le pèlerinage. Chaque année, l'Arabie saoudite fournit des permis payants octroyés selon des quotas. Ils donnent accès aux installations climatisées. Pour éviter des frais supplémentaires et la bureaucratie, de nombreux fidèles accomplissent le 5e pilier de l'islam sans autorisation officielle. Ces Égyptiens pleurent la mort de leur mère de 70 ans. Elle s'est rendue en Arabie saoudite sans permis. Quand je l'ai appelée, elle se versait de l'eau sur la tête à cause de la chaleur. Elle pouvait à peine ouvrir les yeux à 9 h du matin. À la Mecque, les températures ont frôlé les 52 degrés. L'une des journées les plus intenses a eu lieu le 15 juin, lorsque les pèlerins se sont rassemblés pendant des heures sur le mont Arafat. Constaté dans le reportage, les températures frôlaient les 52 degrés. Dites-vous, en RDC, la température la plus élevée qu'on a eue est 38 degrés, ressenti 42. Et les gens, ce jour-là, se sont plaints. Les bars étaient remplis. Les vendeurs de glace avaient même des pénuries de glace. Imaginez-vous, en train de faire le tour d'une grosse pierre, 7 fois sous 52 degrés, Madame Anakel. N'est-ce pas une sorte de torture quand même? Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que c'est pas seulement 52 degrés tout court, c'est 52 degrés ajoutés à la chaleur des personnes qui sont autour. Oui, parce que le mouvement de tourner ensemble ça comme aussi, ça. c'est ça en fait, parce que la même température, sans la même activité, la personne souffrirait, mais peut-être n'en mourrait pas. Le corps a beaucoup donné, au-delà de ce qu'il est censé donner, et puis avec la chaleur, une chaleur inhabituelle et tout ça, ce n'est pas très évident. Mais quant aux Congolais, eux, c'est un peuple à part. Il aurait peut-être supporté. Et déjà, le Congolais, il est un peu révolutionnaire, ou on va dire un peu indiscipliné positivement. Bon, j'appelle ça l'indiscipline positive dans le genre, dans le sens où, quand il trouve qu'il peut même perdre sa vie, oh, Atsikinae. Oui. Voilà. Atsikine. Il y a même une citation qui est sortie lors de la CAN, Naboina Koufa, Chancel Bembati. Carrément. Oui. Carrément. Lorsque quelque chose est trop compliqué, tu sens que tu vas perdre ta vie. Le Congolais laisse tomber. Et bonjour à Yeloïzi qui a chanté cette chanson. Un bon artiste, une très belle âme. C'est quelqu'un qui ne boit pas et qui ne fume pas, curieusement. Mais c'est très rare chez les Congolais. Il a traduit dans sa chanson des éléments qui définissent une jeunesse, une pensée. Mais lui, il ne boit pas, il ne fume pas. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans les rues, tu ne le verras pas trop dans les bars. Il est dans son travail. Donc, coucou, Yeloïzi. Voilà. C'était tout pour l'actualité du jour.